En Guinée, les forces de sécurité déployées massivement à Conakry ont dispersé des rassemblements en cours de formation lundi matin. C'était à l'aube d'une journée de mobilisation politique à haut risque. Plus de 2 milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Alger contre une loi sur les hydrocarbures devant être examinée par le Conseil des ministres. Pour les manifestants, cette loi revient à brader le pays aux multinationales étrangères. Une foule en liesse a envahi ce dimanche soir l'avenue Bourguiba au cœur de Tunis. Ceci quelques instants à peine après la publication de sondages annonçant la victoire triomphale de Kaïs Saïed à la présidentielle. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Les forces de sécurité guinéennes déployées massivement à Conakry ont dispersé des rassemblements en cours de formation à plusieurs endroits de la capitale. Ce lundi matin, c'était à l'aube d'une journée de mobilisation politique à haut risque. Aux premières heures d'une journée de mobilisation des opposants à un éventuel troisième mandat du président guinéen Alpha Condé, 2 journalistes internautes ont fait état auprès d'un correspondant de l'agence France-Presse de 2 jeunes blessés par balle dans un des quartiers de la capitale sans que ces informations aient pu être confirmées par ailleurs. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, une coalition rassemblant les partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile, a appelé les Guinéens à descendre dans la rue ce lundi à partir de 6 heures pour s'opposer à une révision de la Constitution évoquée par le pouvoir. Elle permettrait à Alpha Condé, 81 ans, de se présenter fin 2020 pour un troisième mandat alors que la Constitution en limite actuellement le nombre à 2. La tension n'a cessé de monter ces derniers jours, avivant l'inquiétude dans un pays où les manifestations prennent communément une tournure violente. Les autorités ont fait arrêter une vingtaine de membres de la société civile et de l'opposition depuis samedi selon le FNDC. Les policiers et les gendarmes se sont déployés massivement dans la capitale, intervenant pour couper court à toute velléité de rassemblement, a constaté un correspondant de l'AFP. À Koza, un des quartiers chauds de la capitale et fief de l'opposition, les gendarmes ont tiré des grenades assourdissantes et lacrymogènes contre des partisans du FNDC qui commençaient à converger. Manifestation toujours cette fois-ci en Algérie où plus de milliers de personnes se sont assemblées ce dimanche contre une loi sur les hydrocarbures devant être examinée dans la journée par le Conseil des ministres. Pour les manifestants, cette loi revient à brader le pays aux multinationales étrangères. Images et sons. L'Algérie est secouée depuis le 22 février par un puissant mouvement de contestation qui a poussé Abdelaziz Bouteflika à la démission en avril après 20 ans à la tête de l'État et se poursuit avec des manifestations chaque mardi et vendredi en réclamant le départ de l'ensemble du système. Dimanche, c'est un projet de loi sur les hydrocarbures qui a fait descendre dans les rues les citoyens de ce pays riche en pétrole. Cette loi a été décidée dans une caserne militaire. Le peuple algérien doit savoir qu'ils ont vendu les richesses de son pays et celles des générations futures, les richesses de nos enfants et de nos petits-enfants. Vivement discuté dans les médias depuis plusieurs semaines, le contenu du projet de loi n'a pas encore fait l'objet d'une publication officielle. La semaine dernière, le ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arkab, a évoqué des discussions avec des grandes compagnies. Nous considérons la loi sur les hydrocarbures comme l'un des crimes qui vient s'ajouter aux violations de ce gang commises contre l'État algérien et contre le peuple algérien. Par conséquent, nous refusons catégoriquement de discuter de la loi sur les hydrocarbures au sein du Parlement de ces gangs et du gouvernement de ces gangs. L'Algérie produit 1,2 million de barils par jour. Les hydrocarbures représentent plus de 95% de ses recettes extérieures et contribuent pour 60% au budget de l'État. L'État, justement, va donner aux concessionnaires une parcelle de terrain sur laquelle tout ce qu'il y découvrira lui appartiendra, explique le consultant Hossein Malti, ancien vice-président du groupe pétrolier public Sonatrach. Le concessionnaire deviendra donc propriétaire des réserves que contient le gisement et non pas des quantités produites uniquement, explique-t-il. Des manifestations ont aussi eu lieu dans d'autres villes du pays, selon les médias algériens.
Une foule en liesse a envahi ce dimanche soir l'avenue Bourguiba, au cœur de Tunis, quelques instants à peine après la publication de sondages annonçant la victoire triomphale de l'outsider Kaïs Saïed à la présidentielle tunisienne. Les images. La Tunisie attend encore le résultat officiel de la présidentielle qui devra consacrer la victoire écrasante de l'universitaire Kaïs Saïed. Ce dimanche soir, des milliers de Tunisiens sont descendus dans la rue pour fêter la très large victoire de Kaïs Saïed, donnée par des sondages, deuxième président élu au suffrage universel en Tunisie, avec plus de 40 points d'avance sur l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Aujourd'hui, on voit que le peuple tunisien est sorti sans argent, spontanément. Il a voulu montrer et démontrer qu'il est arrivé à un degré de conscience qu'il a aidé à aboutir à sa volonté. Le peuple a voulu que le président de la République soit élu libre, sans agenda, ni argent, ni pression. Lors d'une conférence de presse en soirée, l'instance électorale a confirmé que la participation serait sensiblement supérieure à celle du premier tour. Nous allons vous donner le taux de participation dans 70% des bureaux de vote. Nous n'avons pas encore le taux de participation de tous les bureaux de vote. Pour 70% des bureaux, le taux de participation est de 57,8%. Jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est une participation positive avec 57%. On est presque dans les normes et on est presque dans les chiffres qu'on estime déjà. Quelques 7 millions de Tunisiens étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président de manière démocratique pour la deuxième fois seulement depuis la révolution de 2011. Ceci pour désigner le successeur à Bédi Kaïd Essebsi, décédé il y a quelques mois. Et puis, donné largement vainqueur, l'universitaire Kaïs Saïed s'est adressé à ses partisans dans un hôtel du centre de Tunis. C'était peu après l'annonce de sa victoire qui devrait être donc confirmée par les résultats officiels. Nous travaillerons également à l'étranger pour les causes justes, à commencer par la cause palestinienne. J'aurais aimé avoir le drapeau palestinien à côté du drapeau tunisien. Nous relèverons tous les défis avec notre sang, notre sueur et notre volonté, surtout les défis économiques et sociaux, car le peuple tunisien attend des solutions dans ce domaine. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Le président tanzanien travaille depuis le centre du pays à Dodoma. John Magufuli réalise ainsi une promesse qu'il avait faite lors de sa campagne électorale en 2015. Le but est de faire de cette ville la capitale effective de la Tanzanie. Dodoma est officiellement la capitale politique de la Tanzanie depuis 1973, mais seule l'Assemblée nationale y siégeait depuis 1996, avant que les ministères ne commencent à y emménager depuis moins de 2 ans. Je suis désormais officiellement installé ici, a déclaré le président Magufuli, cité dans un communiqué de la présidence. Le chef de l'État tanzanien s'adressait à des habitants de Dodoma après s'être fait enregistrer, son épouse et lui-même, sur les listes électorales à Dodoma pour les scrutins locaux du 24 novembre prochain. Le gouvernement tanzanien a déjà délivré des titres de propriété à des ambassades et des organisations internationales afin qu'elles puissent construire leurs bureaux et résidences à Dodoma. Les services du Premier ministre et tous les ministères y opèrent déjà, avec des bureaux secondaires à Dar es Salaam, la capitale économique, où sont encore installées des représentations diplomatiques. Un aéroport international est en voie de construction à Dodoma où existent déjà des structures pouvant accueillir certains appareils. Véritable poumon économique du pays, Dar es Salaam, au bord de l'océan Indien, est la capitale commerciale de ce vaste pays d'Afrique de l'Est. Lorsqu'elles avaient annoncé en 1973 que Dodoma devenait la capitale politique du pays, les autorités tanzaniennes souhaitaient déplacer le centre de gravité du pouvoir vers l'intérieur du pays, notamment pour en favoriser le développement.
Le Mozambique se prépare à élire son président, ses députés, ses gouverneurs lors d'une élection générale qui s'annonce sous haute tension. Ce scrutin doit intervenir au terme d'une campagne électorale violente qui illustre les difficultés du régime au pouvoir depuis plus de 40 ans à faire régner un climat de paix et de cohésion sociale. Les Mozambicains sont convoqués aux urnes pour élire mardi leur président, députés et gouverneurs. Sauf énorme surprise, le chef de l'État sortant, Filipe Nyusi, et son parti, le Front de libération du Mozambique, Frelimo, devraient une fois encore l'emporter devant leur éternel rival, la Résistance nationale du Mozambique, Renamo, tant dans la course à la présidence qu'au Parlement. Le gouvernement et l'ex-rébellion de la guerre civile devenue opposition ont signé en août un accord de paix et de désarmement censé mettre un terme définitif aux affrontements sporadiques entre les deux camps qui avaient repris en 2014. Mais les tensions sont restées vives à l'approche des élections du 15 octobre. Pour l'ONG Human Rights Watch, cette élection est d'ores et déjà une des plus violentes que le pays a pu organiser. Candidats menacés, destruction de matériel électoral, risques entre militants. Les incidents se sont multipliés ces dernières semaines, jusqu'à l'assassinat lundi du chef d'une mission d'observateurs électoraux par 4 policiers. La société civile, qui entend déployer des milliers d'observateurs le 15 octobre, a déjà dénoncé de nombreuses irrégularités, notamment la présence d'électeurs fantômes sur les listes électorales. Les 13 millions d'électeurs mozambicains éliront également pour la première fois mardi leurs gouverneurs provinciaux, jusque-là nommés par le gouvernement. Et pour finir, aux États-Unis, le système de santé est au cœur des débats en vue de la présidentielle 2020. Côté démocrate, les plus à gauche, comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, promettent une couverture universelle car le coût de la santé est prohibitif pour de nombreux Américains qui ont recours au tourisme médical et préfèrent donc se faire soigner à l'étranger. À l'aéroport de San Diego, en Californie, c'est un balai incessant de touristes et d'hommes d'affaires. Veronica Merrill, elle, vient de Phoenix, en Arizona, pour subir une opération. Une chirurgie de l'estomac qui va se dérouler de l'autre côté de la frontière, au Mexique. C'est tellement moins cher. Mon assurance ne couvrirait même pas cette opération. Ça me coûte environ 4 000 $. Aux États-Unis, je ne sais même pas combien ça coûterait. Probablement entre 12 et 15 000 $. Et pour ce prix, l'agence de tourisme médical qu'elle a contactée s'occupe de tout. Hey Angel, how are you? I'm good. How are you? Un chauffeur particulier la prend en charge direction Tijuana, à une demi-heure de route. Comme Veronica, près de 2 millions d'Américains traversent la frontière et se rendent au Mexique chaque année pour raisons médicales. En cause, l'absence de couverture santé abordable aux États-Unis. I'm good. How are you? Tous les autres pays développés le font. Pourquoi pas nous? Je ne veux pas m'inquiéter d'être blessée ou de tomber malade et ensuite me demander si j'ai de quoi payer pour être soignée ou si je dois juste accepter d'être malade pour ne pas perdre ma maison ou ma voiture. Le lendemain, Veronica est admise dans cet hôpital qui ne traite que des patients étrangers. Je suis le docteur Cazares, votre chirurgien. Parfois, les patients s'inquiètent un peu de l'insécurité, mais en réalité, la ville est très sûre. Et nous avons une grande expérience parce que nous avons un grand volume de patients. Nous réalisons bien plus d'opérations qu'un médecin aux États-Unis. Comme prévu, le chirurgien retire 80% de l'estomac de Veronica à l'aide de matériel dernier cri comparable à celui utilisé par ses confrères américains. Une opération qui aidera la patiente à réduire son surpoids et diminuera donc le risque de soucis de santé qui pourrait lui coûter cher aux États-Unis. Après 24 heures de repos, Veronica sera prête à retraverser la frontière et rentrer chez elle en Arizona. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.